Donc, bonjour tout le monde. On a fait entrer les gens dans la salle d'attente. Il y en a encore qui continuent de se brancher. Je vais surveiller la salle d'attente. Mon nom est Chantal Huot. Je suis la responsable des communications à l'École de santé publique. Alors, sans plus tarder, j'invite notre doyen, Carl Hardy-Dubois, à prononcer le petit mot d'ouverture et ensuite à Michèle Bouchard, la vice-doyenne à la recherche, qui va présenter notre conférencier. Merci Chantal, bonjour à tout le monde. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir pour la poursuite de cette série de conférences que l'on appelle les conférences magistrales. Donc, c'est une série qui nous donne l'occasion de mettre en vedette la diversité des expertises ou de domaines d'excellence que nous disposons à l'école. Donc, pour cette année, c'est la deuxième conférence de cette série que nous tenons. Et pour l'occasion, nous allons mettre la lumière sur l'un de nos secteurs de pointe à l'école, la santé environnementale. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jérôme Lavoué du département de santé environnementale et santé au travail, qui va nous parler des développements en sciences de l'évaluation de l'exposition aux facteurs de risque chimique en milieu de travail. Et pour le présenter, je laisse la parole tout de suite à notre vice-doyenne à la recherche, valorisation et transfert de connaissances, à Mme Michèle Bouchard. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça me fait grand plaisir de présenter notre collègue Jérôme Lavoué. Donc, Jérôme est professeur titulaire au département de santé environnementale et santé au travail. Il a aussi une affiliation au centre de recherche du CHUM. Donc, il est professeur et il est chercheur régulier au CHUM. Il a été formé à Lyon, en France, donc à l'Institut de chimie physique industrielle. Donc, il est chimiste de formation. Il a fait sa maîtrise en santé environnementale et santé au travail à l'Université de Montréal et ensuite, il a poursuivi au PhD également à l'Université de Montréal en santé publique, option toxicologie. Il a une expertise, en fait, sur tout ce qui est l'évaluation de l'exposition professionnelle aux agents chimiques, en particulier la création de matrices emploi-exposition basées sur des données rétrospectives. Et il est spécialisé sur tout ce qui est le développement de stratégies d'analyse du risque en milieu de travail, de création d'outils pratiques pour soutenir les acteurs en santé au travail. Sans plus tarder, je te laisse la parole, Jérôme, puis merci d'être ici. Merci, Michèle. Merci, Carl Hardy également. Je suis très heureux de partager cette session avec vous. Alors, j'ai choisi à cette occasion de vous résumer. Ça fait presque 15 ans que je fais de la recherche au département de santé environnementale et donc je vais essayer de faire un tour d'horizon relativement générique, je dirais, peut-être plus pour ceux qui me connaissent moins ou pour ceux qui connaissent moins les sujets sur lesquels je ne collabore pas avec eux. J'espère que je vais être capable de vous intéresser pendant la prochaine demi-heure, 40 minutes. Alors, allons-y. Hop, voilà, je pense que vous voyez ma page titre. Merci Michel. Donc, je vais, bon, vous avez l'occasion de lire le titre. Donc, mon domaine de recherche se situe à l'intérieur du grand domaine de la santé publique. Et parmi les divers et multiples déterminants de la santé, c'est le milieu de travail dans lequel j'ai établi ma carrière. Et à l'intérieur de la recherche en santé au travail, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'évaluation de l'exposition, qui a son néologisme venu de France, qui est l'expologie. Alors, je serai ce qu'on appelle un expologue. Si vous aimez la façon dont ça sonne, mais c'est comme ça qu'on appelle ça en France. Et donc, voilà, dans d'autres domaines également, mais dans le domaine de l'hygiène du travail, la santé au travail, c'est très important de savoir à quel agent chimique les travailleurs sont exposés
qui puissent les respirer, rentrer en contact cutané avec eux, ou voire même les ingérer dans certains cas. C'est important de savoir quelles substances sont en contact avec les travailleurs et à quelle intensité. Pour tout un tas de raisons. La première, pour les praticiens, donc par exemple, dans notre département, on enseigne à des étudiants qui seront des hygiénistes du travail, qui vont devoir visiter des milieux de travail et décider s'il y a un problème, s'il y a un risque ou pas. Et pour ça, il faut qu'ils sachent à combien les travailleurs sont exposés et si cette quantité est jugée acceptable. En fait. Donc, pour les praticiens, c'est très important. Puis c'est très important aussi pour les acteurs un peu plus en amont, pour la santé au travail populationnelle, on va dire, où les acteurs de santé publique vont chercher à identifier les secteurs d'activité prioritaires où dépenser l'énergie pour réduire les expositions et assainir les milieux de travail. Nos collègues épidémiologistes, pour être capables d'identifier les facteurs de risque qui créent des maladies et quelle dose donne lieu à quel type d'effet, ont également besoin de savoir la quantité de substances que les travailleurs respirent ou auxquelles sont exposés. Et puis, en fait, également pour dénombrer les populations exposées. Et je parle de ça parce que récemment, il y a beaucoup de projets internationaux et canadiens qui se sont attachés à évaluer le fardeau des cancers. Donc, par exemple, le projet CAREX Canada, que vous pourrez, si vous googlez ça, vous pourrez trouver. Donc, ce sont des collègues qui ont cherché à estimer, par exemple, sur 100 cancers des poumons, combien on estime sont dus à des agents chimiques en milieu de travail ou dans l'environnement général. Et donc, pour ça, il leur fallait évidemment des estimations de ce que les populations, à quoi les populations sont exposées. Puis, alors c'est un grand domaine, l'évaluation de l'exposition. Moi, il y a deux domaines particuliers qui m'ont intéressé, qui répondaient à mon goût de l'abstraction et des mathématiques. Le premier, et puis je me suis également attardé sur l'évaluation respiratoire, contaminants chimiques, donc les choses que les travailleurs respirent dans leur environnement de travail. Il y a bien des concepts qui sont transférables à ce à quoi les travailleurs sont exposés par la peau ou par d'autres voies, mais j'ai travaillé beaucoup sur la voie respiratoire. Et le premier concept sur lequel je me suis concentré, c'est la notion de la variabilité spatio-temporelle des expositions, c'est-à-dire que les quantités auxquelles on est exposé varient et fluctuent de façon très importante d'une journée à l'autre, d'un travailleur à l'autre, d'un moment à l'autre dans la journée, à cause de tout un tas de facteurs comme l'intensité de la production, les fluctuations météorologiques, le comportement des travailleurs. Et pour vous illustrer ça, si j'utilise mon petit crayon, mon petit point rouge, je vous ai montré ici une vingtaine de journées d'exposition pour un travailleur. Donc, chaque point, en fait, c'est une valeur moyenne, une concentration moyenne de plomb dans l'air qui existait pendant la journée au complet de ce travailleur, donc pour 23 journées différentes. Et on voit que ces 23 journées-là, au cours desquelles il faisait ses tâches régulières, vous voyez, on passe quasiment de quelques microgrammes par mètre cube à 60 microgrammes par mètre cube. Donc, des variations très importantes. Et toute personne qui emploie les statistiques pour faire de l'évaluation sait que c'est très difficile d'estimer les paramètres de quantité qui varient beaucoup. Et l'exposition varie énormément. Et ce sont ces fluctuations-là qu'on doit évaluer parce que c'est elles qui déterminent le risque, en fait. Et alors que le défi qu'on a en santé au travail, ou sans doute également dans d'autres domaines, c'est qu'on n'a évidemment pas les moyens de mesurer tous les gens, tous les jours. Et bien à l'opposé de ça, on a en général des ressources pour mesurer un très petit nombre de personnes durant un très petit nombre de journées. Donc, c'est ce que j'illustre ici avec mes petits points verts. Dans tout cet ensemble-là, et souvent on pourrait mettre un graphique plus gros qui représenterait l'année au complet,
Et pour un agent chimique, par exemple, on est capable d'aller chercher quelques mesures d'exposition. Et alors là, la question se pose, comment interpréter au mieux ces quelques mesures pour décider est-ce que oui ou non l'exposition de ce travailleur ou de ce groupe de travailleurs-là était acceptable, ou alors faut-il, de façon urgente, mettre en place des moyens de protection. En fait, pour les agents chimiques dans l'air, on a des normes, ce sont des quantités de contaminants qui sont acceptables. Et donc, la question, c'est à partir de ces 3 mesures, est-ce que je peux conclure que, en général, pour toutes les journées que je n'ai pas mesurées, est-ce que les niveaux sont en dessous de ces seuils? Donc, j'ai un premier aspect de ma recherche qui a porté là-dessus. Et puis, un autre aspect auquel j'ai fait face pendant mon doctorat. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions à mes problèmes de doctorat pendant ma carrière de chercheur. C'est bien évidemment, donc on apprend ça à nos futurs hygiénistes, quand on va dans un milieu de travail, il faut essayer de se renseigner à l'avance pour gagner du temps, en fait. Parce que si je vais dans un garage et que je n'ai pas cherché à savoir si d'autres hygiénistes étaient allés dans un garage pour savoir qu'est-ce qui s'y passait, je vais perdre énormément de temps à réinventer la roue. Donc, on doit se documenter à l'avance sur à quoi peut-on s'attendre dans un garage. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a des métaux? Est-ce qu'il y a des solvants? Et il y a des informations qui existent. Donc, il y en a, vous voyez ici, il y a des monographies de références, donc il y en a dans tous les domaines. En hygiène, il y en a une très connue qui est le Patty's Industrial Hygiene, qui donne des généralités sur c'est quoi qu'on peut retrouver dans des secteurs industriels très communs. Il y a également les publications scientifiques. Et puis, il y a certaines banques de données dont je vais parler un peu plus en détail, auxquelles on a parfois accès. Mais tout ça est dispersé. Et puis, quand on arrive à rassembler un certain nombre d'études, là, on a un gros tas de papier et puis on doit regarder en se concentrant pour en tirer une conclusion. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de dépenser cette énergie-là quand on est un hygiéniste qui doit évaluer 3 ou 4 nouveaux milieux de travail par semaine ou par mois. Et donc, j'ai essayé de travailler un peu sur cette la capacité à donner accès à des sources d'informations sur l'exposition aux travailleurs et à également combiner certaines de ces sources d'informations pour aider les praticiens à savoir à quoi s'attendre. Donc, voilà les 2 aspects sur lesquels j'ai porté mes efforts. Et puis, donc, je vais vous présenter 3 exemples un petit peu plus pratiques sur ces 2 aspects-là. Alors, je vais m'attarder d'abord sur l'aspect des sources d'information sur l'exposition professionnelle, avec un premier point sur les banques de données d'exposition. Donc, ces banques de données-là sont des archives électroniques de mesures de concentration de contaminants dans l'air des milieux de travail. Donc, il en existe un certain nombre dans le monde. Elles ont été développées, la plupart au moment des premières législations en santé et sécurité du travail. Donc, dans le monde occidental, c'est approximativement les années 70-80. Certaines faisaient suite à des activités de conformité aux normes, un peu comme imaginez que les policiers qui mesurent la vitesse des voitures sur les autoroutes enregistraient leurs mesures et ça constituait une archive à partir de laquelle on pourrait regarder comme ça quel a été le taux de respect de la vitesse sur les routes. Et parfois, les divers gouvernements avaient des approches plus de prévention en disant, nous, on va avoir un réseau, et c'est le cas au Québec, par exemple, on va avoir un réseau d'hygiénistes du travail qui vont aller aider les entreprises à assainir leur milieu sans avoir forcément un esprit de policier au bord de l'autoroute et des activités de prévention durant lesquelles des mesures ont pu être prises pour évaluer les conditions d'exposition.
Donc, ces banques-là avaient plusieurs objectifs lors de leur création. La plupart ont commencé par être des outils de contrôle de qualité analytique, parce que bien sûr, quand on mesure l'exposition, on fait ça avec un appareil qui c'est parfois compliqué de mesurer correctement à quelle quantité de produits chimiques il y avait dans l'air des milieux de travail. Donc, il s'agissait de s'assurer que différents laboratoires utilisaient des méthodes fiables. Mais il y avait quand même ces deux aspects-là que je vous souligne un petit peu, que les créateurs de ces banques de données-là envisageaient qu'après des décennies d'accumulation et d'archivage de ces mesures, ces banques de données pourraient être utilisées pour surveiller les expositions dans la population et puis pour aider les épidémiologistes. Et donc, voilà, on arrive à peu près à bientôt 50 ans après la création des premières banques. Et donc, vous voyez potentiellement, on a accumulé pendant très longtemps des données et qu'on arrive maintenant à une masse critique de données dans ces banques. Et effectivement, je vous dirais que depuis le milieu des années 2000, de plus en plus de recherches se fait sur leur exploitation comme source d'information. Donc, je vous donne ici quelques détails, quelques informations sur trois banques qui sont bien connues, en tout cas dans le monde de la recherche dans ce domaine-là, et qui ont fait l'objet de publications scientifiques les plus nombreuses. Donc, la banque française Colchic, qui résulte d'activités de prévention depuis le début des années 80 en France, et qui est maintenant supplémentée, je dirais, par une seconde banque qui, elle, en fait, depuis 10 ans, la France s'est dotée d'une réglementation plus stricte sur les normes de pollution des milieux de travail, ce qui a causé l'augmentation du nombre de mesures faites pour montrer qu'on avait des milieux sains. Et donc, en fait, la France, là, voit la quantité de mesures archivées dans ces banques de données augmenter très rapidement ces dernières années. La banque Méga allemande, donc pas forcément, ils n'avaient pas fait mesure de grande modestie à l'époque, nos collègues allemands. Et effectivement, à ma connaissance, c'est eux qui ont la banque de données la plus importante d'archives de mesures d'exposition. Et puis, plus proche de chez nous, la banque états-unienne IMIS, qui a été récemment mise à jour, qui est une archive en fait des mesures prises par les inspecteurs de l'OSHA, donc l'équivalent un peu de la CNESST, qui doivent, eux, qui ont une activité de type contrôle de vitesse, donc ils vont sur les milieux de travail, mesurent l'exposition aux fumées de soudage, par exemple, et s'assurent que la quantité mesurée est plus faible que ce qui est permis. Donc, vous voyez que les quantités de mesures semblent assez impressionnantes, mais il faut imaginer que derrière ça, il y a des centaines d'agents chimiques différents et des centaines de secteurs d'activité économique différents. Donc, quand on commence à saucissonner tout ça et à stratifier, c'est moins impressionnant. Et alors, bien sûr, ces archives constituent potentiellement des sources d'informations très intéressantes, mais ce ne sont pas des échantillons aléatoires des situations d'exposition en milieu de travail. Et donc, en tant qu'épidémiologiste ou personne de santé publique qui s'intéresse à la surveillance des expositions, on s'intéresse aux expositions dans la population active, mais à cause de tout un tas de phénomènes de sélection qui conduisent ces différentes agences à les mesurer certains milieux de travail, ce qui est disponible dans les banques de données, dans ces archives, n'est pas forcément une représentation très fidèle de ce qu'on souhaite obtenir. Et donc, vous avez quelques exemples à l'écran de facteurs de sélection. Donc, certains secteurs sont priorisés, certains établissements peut-être sont priorisés également. À l'intérieur des établissements, il est naturel pour quelqu'un en santé du travail de cibler les emplois les plus à risque, et voire même à l'intérieur des emplois, certains des travailleurs les plus à risque, et voire même à l'intérieur d'une journée de travail pour un travailleur de se dire
c'est en ce moment qui respire le plus de solvant. Donc, je vais mesurer pendant cette période d'1 heure. Et donc, vous voyez que tous ces biais de sélection-là, ben, ça fait que quand on est épidémiologiste et qu'on dit, ah ben voilà, pour ce métier-là, j'ai 10 mesures de toluène, je vais prendre la moyenne et dire que mon sujet d'étude épidémiologique était exposé à ça. Vous voyez qu'il y a peut-être un problème si on fait ça sans prendre des précautions. Donc, pendant une partie de ma carrière, je le fais toujours, à viser, en fait, à étudier ces biais dans la mesure du possible. C'est pas évident en l'absence d'étalons, malheureusement. Donc, j'ai étudié la banque américaine IMIS qui a l'avantage d'être publique. Donc, si on fait une demande d'accès à l'information auprès du gouvernement américain, on peut obtenir les données de IMIS. Donc, vous voyez ici à peu près ce million de mesures là, dans IMIS se répartit à peu près régulièrement depuis les années 80 avec un pic dans les années 90. Et donc, j'ai étudié, moi et d'autres collaborateurs et certains étudiants, ces données américaines. Alors, pour vous donner un exemple du type de résultats qu'on a obtenus, on a étudié, c'est Philippe Sarrazin, qui est un ancien étudiant, qui est maintenant chercheur à l'IRSST, qui a fait ce travail important. On a fait une étude où on a évalué le fait que les inspecteurs d'OSHA, c'est eux qui saisissent les données dans cette archive. Et des fois, ça les tente pas d'archiver certains des résultats qu'ils reçoivent, en particulier quand ces résultats sont faibles. Parce qu'ils pensent, de toute façon, la norme était respectée, donc pourquoi est-ce que j'archiverais cette mesure-là? Elle n'a pas de signification. C'est un peu, si je reviens à mon exemple des policiers au bord de la route, c'est un peu comme si les policiers n'enregistraient dans cette archive que les vitesses qui étaient très, très élevées. Et que nous, après, on allait utiliser cette archive pour évaluer la vitesse moyenne sur les routes au Québec. Donc, pour vous donner un petit peu plus de détails, donc, on a notre inspecteur d'OSHA ici qui va dans un milieu de travail, qui prélève des échantillons et il les envoie dans un laboratoire qui est à Salt Lake City. C'est un grand laboratoire central qui fait les analyses de cet échantillon d'air et qui renvoie les résultats des analyses à l'inspecteur. Et l'inspecteur, ensuite, il interprète ces résultats, puis c'est lui-même qui les enregistre, le résultat de son interprétation dans la banque IMIS. Pour vous donner un exemple plus pratique de l'interprétation, par exemple, l'inspecteur il aurait pu décider de mesurer seulement pendant 2 heures dans la journée. Et à ce moment-là, le laboratoire va lui retourner les résultats en disant, voilà, pendant 2 heures, vous aviez à peu près 20 ppm de toluène dans cet environnement. Mais l'inspecteur, lui, son objectif, c'est d'évaluer la journée au complet. Et c'est là que son expertise est très importante parce que par son observation, il aura pu conclure, moi, je pense que ces 2 heures sont représentatives de la journée au complet. Et donc, il va archiver dans la banque IMIS un résultat qui considère représente de la journée, qui est le temps pour lequel la norme a été définie. Et donc, vous voyez ici qu'on a 2 sources de données. On a les résultats de laboratoire et on a les résultats de IMIS. Et donc, on était capable d'étudier à travers tout un tas d'agents. Donc, vous voyez une liste partielle que je vous montre d'agents chimiques. Quelle était la tendance des inspecteurs à enregistrer systématiquement ou non dans IMIS les résultats pour lesquels on savait qu'il y a eu une analyse chimique. Et ce qu'on a remarqué, alors Philippe a utilisé des approches méta-analytiques assez intéressantes et compliquées, mais bon, vous voyez un peu l'interprétation du graphique qui est quand même pas si compliquée. Donc, pour chaque agent, on voyait un genre de risque relatif pour une mesure d'être enregistrée dans IMIS en fonction du fait qu'elle soit détectée ou pas.
Et donc, ce qu'on voyait à travers tous les agents, c'était très cohérent en fonction des agents. Vous voyez, tous les petits carrés sont au-dessus de 1. C'est que on avait la probabilité d'être enregistré dans IMIS était plus importante pour les mesures détectées. Donc, en fait, si je simplifie un peu le message, c'est que les zéros n'intéressaient pas les inspecteurs. Et donc, ça, c'est important à savoir parce qu'encore une fois, si je reviens à mon discours sur les biais, si je décide d'utiliser les données de IMIS pour faire une évaluation d'exposition, il faut que je sois conscient qu'une bonne partie des zéros, des faibles expositions, ont été éliminées à l'avance. Et donc, c'est plutôt les fortes expositions qui sont reflétées par ce temps. Donc ça, c'était un exemple vraiment très méthodologique là, d'analyse de l'IMIS. Et puis, alors, ce qu'on a fait plus récemment, puis c'est une collègue de l'ESPOUM qui travaille maintenant au DGEP, c'est Delphine Bosson-Rietor, qui nous a amené ces idées-là. Donc, on s'est lancé dans ce que Delphine et les créateurs de ces approches ont appelé le spectrosome. Donc, il s'agit de regarder quel genre de cocktail on retrouve dans la banque IMIS. C'est-à-dire, si je regarde aux mêmes endroits, est-ce qu'il y a des substances qui sont souvent en même temps ensemble, en fait? Parce qu'on a eu souvent tendance à s'occuper des agents les uns séparément des autres. Et là, c'est cette méthode-là que Delphine a mis bien longtemps à nous expliquer parce qu'on comprenait lentement, permet d'évaluer un peu dans les différents milieux de travail quel type de cocktail d'agents chimiques on retrouve. Donc là, pour ne pas passer trop de temps sur ce sujet, alors voilà, je vous ai donné un exemple ici de données dans le secteur de l'ameublement où on voit grosso modo, donc les triangles, c'est des agents qui sont un peu tout seuls, et puis vous avez la famille ici dans les couleurs. Mais vous voyez qu'on a ici un moton, en quelque sorte, de solvants. Donc, chaque point étant un mélange de substances, et ils sont tous des solvants, et le toluène semble être en commun à beaucoup de ces cocktails. En fait. Donc, dans le secteur de l'ameublement, on a tendance à retrouver très souvent ensemble plusieurs solvants, et le toluène étant un point commun. Si je vous illustre ici l'industrie du métal primaire, là, on voit le portrait est très différent avec une majorité de métaux, c'est logique dans l'industrie du métal, de métaux qui sont mesurés. Mais c'est notable que, vous voyez ici, très souvent, on va retrouver ces métaux avec la silice cristalline, en fait. Et bon, alors, ceux qui connaissent bien les domaines, en fait, sauront que dans les fonderies, par exemple, on utilise la silice pour faire des moules. Donc, un connaissant du procédé, ce serait attendu à ce genre. Mais vous voyez un peu l'intérêt que peut avoir ce genre d'analyse pour identifier comme ça des cocktails qu'on retrouve en milieu de travail. Donc, il y avait Vicky Ho et Philippe Sarrazin, donc Vicky qui travaille à l'ESPOUM aussi, et Philippe Sarrazin qui était également impliqué là, dans cette analyse très, très intéressante. Donc voilà, je vais passer à voilà pour les banques de données. Donc, pour vous dire que ce n'est pas seulement des articles qui se retrouvent, des articles sur les biais de nature plutôt méthodologique, mais qu'il y a des applications aussi. Là. Ces 6 derniers mois, j'étais en visite au Centre international de recherche sur le cancer et ils se sont servis des données de la banque française IMI, Colchic, et de la banque américaine pour aider dans l'évaluation de leur monographie récente. Donc, vous voyez que ces données-là sont utilisées. Alors, je vais vous parler maintenant de la matrice emploi-exposition CanGEM. Donc, tout ça dérive des efforts qui ont été faits par des chercheurs qui ont été un peu mes mentors à diverses périodes. Donc, Michel Gérin d'abord et Jack Simiatiki ensuite, qui, dans les années 80, ont développé une approche d'évaluation de l'exposition pour des études cas témoins de population, des études épidémiologiques.
Donc, le principe, c'est qu'on sélectionne des cas de maladie, donc dans ce cas-là de cancer, des témoins qui ne sont pas malades, puis on compare l'exposition entre les deux pour savoir c'est quoi les choses qui diffèrent et qui pourraient être des facteurs de risque. Et en fait, depuis à Montréal, il y a toute une série d'études qui ont été faites par cette équipe élargie. Alors, il y a beaucoup de chercheurs qui ont collaboré, Marie-Élise Parent, qui a été associée, qui est associée à l'ESPO, mais à l'Institut Armand-Frappier, enfin, il y a d'autres personnes, France Labrèche de l'IRSST, et Vicky plus récemment. Et donc, au fil de ces multiples études, en fait, quasiment 50 années experts ont été dépensées pour réaliser l'évaluation des expositions au sujet de ces études. Et on considère qu'il y a à peu près 30 000 emplois, donc des emplois tenus par des sujets de ces études qui ont été évalués par cette méthode que Michel et Jack ont participé grandement à mettre au point pour voyer le nombre de facteurs de risque, 250. Donc, un effort énorme d'évaluation de l'exposition. Et donc, la matrice CanGEM, son essence, c'est que c'est la synthèse de ces informations-là pour que ça puisse être partagé avec d'autres. Donc, je vous donne un petit peu plus de détails. Le principe de cette évaluation, c'est que chaque sujet, lors d'une entrevue, va décrire son historique professionnel, donc chacun des emplois qu'il a tenus, sur tous les sujets que vous voyez ici. Puis ça, ensuite, ça va être évalué par une équipe de chimistes qui, eux, vont consulter des sources externes sur l'exposition professionnelle, donc la littérature, consulter des experts de certains secteurs d'activité, voire même quelques visites d'entreprises ont été faites, notamment dans le secteur du textile, parce qu'il y avait beaucoup de textiles à Montréal. Et en fait, tout ça est brassé dans le cerveau de nos experts pour chacun des 250, pour chaque emploi et chacun des 250 agents, décider si l'exposition était présente ou pas. Et si elle était présente, attribuer une intensité d'exposition. Vous voyez que c'est semi-quantitatif, une fréquence d'exposition en heures par semaine, puis une confiance dans l'évaluation. Donc, vous voyez qu'on se retrouve avec une banque de données de 30 000 emplois, avec chacun d'entre eux une évaluation de l'exposition à 250 agents. Donc, une énorme banque de données sur l'exposition qui couvre une période énorme. Donc, je vous donne ici un aperçu un peu de la période qui est couverte par nos données. Donc, il y a 30 000 emplois qui ont été évalués. Et vous voyez que principalement des années 50 à fin 90, c'est là que se trouve la majorité de notre information, avec à peu près un quart des emplois qui étaient tenus par des femmes. Donc, c'est ça la banque de données que tout simplement, moi et Jack et d'autres collègues, et Jean-François Sauvé, un ancien étudiant qui travaille maintenant à l'INRS, a fait le gros du travail, de synthétiser cette information-là pour pouvoir la distribuer à l'extérieur de ces études. Donc, si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil, on a un site web dans lequel vous avez des descriptions des différents agents, pour chaque agent, des principaux secteurs d'activité qui avaient été jugés exposés. Il y a même une application en ligne qui vous permet de dire, ben moi j'aimerais savoir c'est quoi l'exposition des briqueteurs maçons à la silice. Vous pouvez aller sur l'application, sur le site web. Alors, c'est ce que j'ai fait pour vous. Et vous obtiendriez ce genre d'informations. Donc, on vous dit quand même quel était l'état de notre banque de données pour cette combinaison-là de professions et d'agents. Donc, on avait une centaine d'emplois au fil des études qui ont été évaluées qui concernaient les briqueteurs maçons. Et moi, je vous passe un peu les détails, mais grosso modo, il y en avait 85 sur ces 116 qui avaient été jugés exposés à la silice. Et donc, ça fait que on estime que la probabilité d'exposition quand quelqu'un a un emploi de briqueteur maçon serait de 89%. C'est le genre d'information que les épidémiologistes, dont les épidémiologistes sont friands. Et pour ceux qui étaient exposés, donc la majorité d'entre eux, on vous fournit également la distribution
de ces emplois-là en termes de fréquence. Donc ici, vous voyez que la majorité des emplois exposés étaient exposés une petite partie de la semaine seulement, donc entre 2 et 12 heures par semaine, sur une période de 40 heures. La majorité avait un niveau d'exposition moyen, donc les niveaux moyens étant relatifs aux niveaux les plus élevés dans toute l'industrie au complet. Et puis, comme la silice est un contaminant bien connu, les experts avaient bien confiance dans leur estimation. Donc ça, c'est le genre d'information qui est fourni en fait, par CanGem. Et voilà, on a aussi également commencé à distribuer la matrice. Il y a une grosse cohorte française qui s'appelle Constance, qui se sert de CanGem pour évaluer l'exposition. J'ai également fourni des informations au CIRC, encore une fois, cette année, là, pour estimer la quantité, le nombre de travailleurs internationalement qui seraient exposés à plusieurs métaux. Donc, c'est quelque chose de très intéressant de pouvoir comme ça valoriser une expertise localisée à Montréal pour qu'elle soit utile à d'autres chercheurs. Et puis, le dernier point que je voulais aborder avec vous, lui, je dirais qu'il est plutôt de l'ordre du transfert des connaissances et il a trait à l'interprétation des mesures d'exposition pour décider s'il y a un problème ou pas dans une certaine situation de travail. Donc, pour vous résumer en une seule slide l'analyse de risque en milieu de travail pour l'inhalation, donc c'est très simplifié, je m'excuse auprès des experts, mais imaginez que vous soyez capable de mesurer chaque journée dans une année pour un travailleur, mettons la quantité de toluène qui respire, puis les journées en vert, l'exposition était sous la norme, les journées en rouge, l'exposition était au-dessus. En fait, on a un certain nombre d'organisations qui ont décidé que s'il y avait moins de 5% des journées en rouge, ça correspondait à quelque chose d'acceptable, ou en tout cas qui ne devait pas causer forcément la mise en place de moyens de prévention immédiate, alors que quand on dépassait plus de 5% de points rouges, là, c'était des situations dangereuses auxquelles il fallait réagir. Alors, si on était capable de mesurer toutes les cases, il n'y aurait pas de problème d'estimation. On pourrait décider si une situation est problématique ou pas. Mais en fait, ce qu'on observe, je reviens un peu à mes premiers acétates, c'est que tout ce qui est en blanc, c'est ce qu'on n'a pas mesuré. Donc, ce qu'on a mesuré, c'est les 4 ou 5 points colorés. Donc, on a mesuré juste ça et puis on doit extrapoler ça à tout le calendrier. Et pour faire ça, en fait, on utilise en hygiène, il y a un cadre méthodologique qui a été décrit depuis quand même assez longtemps, qui utilise notamment la distribution log normale. Mais ce n'est pas des statistiques qui sont très traditionnelles et qui ne sont pas vraiment discutées dans les cours de biostat classiques. Et pour vous donner une image, cette problématique-là était une source de frustration pour moi quand j'ai enseigné ces concepts-là au début des années 2000 pendant mon doctorat, parce que je me retrouvais obligé d'enseigner à des praticiens qui ont d'autres choses à faire que des statistiques. Là, un hygiéniste du travail doit être tellement multidisciplinaire qu'il ne peut pas être à fond dans tous les domaines. Je me trouvais obligé d'enseigner des équations je ne sais même pas comment les qualifier, mais des équations compliquées, on va dire. Et je m'excuse encore auprès des premières cohortes d'étudiants de leur avoir imposé ça. Et donc, un des efforts que j'ai fait avec des collègues, c'est de dire, OK, ces équations-là ne devraient pas avoir à être appliquées et ces concepts-là devraient être simplifiés. Donc, on a décidé de travailler sur des outils de calcul qui simplifie à la fois les calculs, mais à la fois leur interprétation pour les praticiens qui n'ont pas comme ça à détenir de maîtrise en statistique en plus de leur expertise générale. Donc, le premier output de ça, c'était un outil que j'ai fait, dont vous voyez la première itération en 2014.
donc pas très beau, et dans un ordinateur derrière mon bureau. Et puis, bien sûr, j'ai trouvé des collaborateurs, j'ai reçu beaucoup d'aide, et tout ça a évolué. Et maintenant, vous voyez, ce qui existe maintenant, ça a l'air beaucoup plus professionnel. Il y a même un article scientifique qui décrit en fait ce que fait cet outil. Et pour vous donner le punch un peu de ce que fait cet outil-là, c'est plutôt que de vous vomir des intervalles de confiance et des intervalles de tolérance et tout un tas de concepts traditionnels qui sont difficiles à véhiculer. Donc, vous saisissez vos observations, vous saisissez la valeur jugée acceptable, et grosso modo, sans m'attarder sur le texte, l'outil vous calcule quelles sont les chances que cette situation-là soit acceptable. Vous vous souvenez, j'ai dit on considérait acceptable quand il y avait au plus 5% des valeurs qui dépassaient. Mais là, ce que vous dit l'outil, c'est qu'il y a une chance sur deux que votre situation soit inacceptable. Et on considère que quand ces chances-là dépassent un tiers, il faudrait agir. Une des choses qui est remarquable, en tout cas qu'il faut noter, c'est que c'est important d'utiliser ces outils-là parce que vous voyez que toutes les mesures sont en dessous de la valeur limite. Et donc, il faut véhiculer aussi la notion que d'avoir un petit nombre de mesures sous la norme n'est pas du tout une garantie que la situation n'est pas problématique. Et on essaie comme ça de développer des choses qui permettent de mieux véhiculer le message. Donc ici, on est capable de dire à un gestionnaire, il y en a une chance sur deux que la situation soit dangereuse, ce qu'on trouvait intéressant. Donc, et puis, pour aller un petit peu plus loin dans la vulgarisation, vous voyez, pour communiquer à des gens encore moins spécialistes, vous voyez ici, on a l'exemple de à partir de nos calculs, voici ce que serait une situation acceptable. Donc, sur une centaine de journées, on n'accepterait que 5 soient rouges, en quelque sorte. Et vous voyez que quand on fait les calculs, il est possible que la situation réelle corresponde à 35, 34 valeurs au-dessus de la norme. Donc, on voit bien que les possibilités qu'on soit en face d'un problème de surexposition ne sont pas négligeables. Donc voilà un peu ces efforts-là. Et puis, ce qui a découlé de ce travail-là, de transfert de connaissances, c'est le projet WebExpo qui a été financé par l'IRSST il y a quelques années, qui finalement continue de progresser, même si le financement a cessé. C'est en fait les outils qu'on a créés sont des outils web qui font appel à des outils de calcul, des gratuitiels en source libre. Donc, ça contraint beaucoup l'utilisation de nos outils. Quand il y a plus de 30 personnes à la fois, ça crash. Donc, on a dit, OK, on va essayer de faire percoler ce type de calcul-là dans la communauté. En faisant quoi? On a payé des mathématiciens pour coder tous les calculs qu'on pensait importants dans plusieurs langages informatiques, pour faire une espèce de librairie. Et cette librairie-là, elle est libre de tout droit. Et donc, grosso modo, c'est comme si on avait posé sur le plancher, voici un moteur de calcul qui est fait pour l'analyse de risque en milieu de travail. Tout le monde a le droit de le prendre pour faire des motos, des voitures, des camions, des avions, des bateaux, et vous pouvez les vendre, les installer dans votre propre véhicule à vous. Et donc, on a fait ça pour vraiment faire percoler ces méthodes-là dans notre domaine. Puis bon, ça commence à percoler tout doucement. Là, il y a l'association américaine d'hygiène on est en train de faire un truc sur Excel avec eux. Là, je touche du bois. L'IRSST va peut-être fabriquer sa propre Formule 1 avec. Vous voyez, ça progresse tranquillement. Donc voilà, je vais terminer. Il me reste 3 slides. J'avais dit 35, ça va être 45. Je m'en excuse, mais ceux qui me connaissent ne sont pas étonnés. Alors voilà, pour faire un petit wrap-up, en fait, j'ai travaillé sur ces différents sujets. Puis à un certain moment, il y avait la possibilité que ces sujets s'entrecroisent. Et ces dernières années, ces 5-6 dernières années, en fait, avec des collègues, on a utilisé les statistiques bayésiennes, donc qui ont en fait, on
On les appelle bayésiennes, mais elles sont aussi beaucoup laplaciennes. Et c'est un type de statistique, sûrement beaucoup d'entre vous connaissent ces stats sûrement mieux que moi-même, mais ce qu'elles permettent, dans mon domaine à moi, c'est de combiner les différentes sources d'informations. C'est-à-dire que, oui, on a réussi à tirer des informations de la littérature, mais on a également quelques informations qui sont spécifiques à notre situation. Donc, celles-ci sont parfois en très grande quantité, mais on ne sait pas quelle est réellement leur pertinence vis-à-vis de notre situation à nous. Celles-ci, elles ont été mesurées dans notre garage, mais on en a tellement peu qu'elles sont entachées d'une grande incertitude. Ben, grâce aux statistiques bayésiennes, on peut les combiner mathématiquement pour obtenir un portrait plus exact de la situation. On a appliqué ce concept-là de deux façons. Donc, le premier, c'est avec des collègues de Colombie-Britannique, Hugh Davies et Melanie Gorman. On avait une banque de données d'exposition à la silice qui avait été fabriquée par des collègues québécois, Michel Gérin et Denis Bégin, entre autres, et des gens de l'IRSST aussi, qui nous permettait, pour un certain métier particulier de la construction, alors là, je vais simplifier les tableaux, nous dire il y avait 70% de chances que ce métier-là soit trop exposé. Bon, les autres colonnes, vous voyez qu'elles sont de moins en moins rouges. Là, c'est un peu des catégories de gestion du risque. Et plus on est vers la gauche, mieux c'est. Donc, vous voyez là, a priori, selon la banque de données, très forte chance qu'on soit trop exposé. Et il se peut que quelqu'un ait son propre chantier de construction et mesuré quelques points. Et puis là, ces points lui disent, là, non, pas du tout. Moi, j'ai juste quelques points, mais ça me suggère que c'est une catégorie plutôt acceptable. Puis quand on fait la combinaison des deux, grâce aux statistiques bayésiennes, on obtient un portrait mitoyen, en fait, qui reflète la combinaison de ces deux situations et présumément nous donne le portrait le plus complet de la réalité. Quand je dis présumément, il y a un certain nombre de caveats méthodologiques, bien sûr, mais je ne vous les listerai pas ici. Et puis, mon dernier acétat technique, je tenais à souligner le travail de Jean-François Sauvé, qui, lui, a réussi à brancher, en quelque sorte, la matrice CanGEM avec la banque de données d'exposition canadienne qui s'appelle CWED. Donc, on avait, pour les ébénistes exposés aux poussières de bois, CanGEM nous disait très forte proportion d'exposition, vous voyez, et puis, vous voyez cette distribution de ces emplois exposés à travers les catégories d'exposition. Et on avait également 250 mesures quantitatives de poussière de bois pour les ébénistes. Et encore là, grâce aux statistiques bayésiennes, Jean-François a réussi à, en quelque sorte, attribuer des valeurs moyennes d'exposition en milligrammes par mètre cube pour chacune des catégories semi-quantitatives. Et ça, c'est très intéressant. Moi, je ne rentrerai pas dans les détails, mais si vous vous retrouvez avec des métiers pour lesquels CanGEM vous donne une catégorie, mais vous n'avez pas de mesure, eh bien, vous êtes capable d'avoir une estimation. Donc, vous voyez le mélange de ces sources de données-là qui permet, encore une fois, de compléter le portrait. Alors, voilà, c'est tout. J'espère que vous n'êtes pas trop hors d'haleine. Moi, je le suis un petit peu. Donc, on est dans un monde de big data, de données massives. En fait, moi, ma conclusion, c'est que les données ne sont pas massives en santé au travail, ou du moins pas encore, en fait. Donc, malheureusement, je serais prétentieux de me coller des étiquettes d'intelligence artificielle parce que je pense qu'on est dans un déficit de données, mais par contre, je pense qu'il y a des technologies qui sont en train de se développer qui vont augmenter considérablement la quantité d'informations sur les expositions des travailleurs, ce qui devrait faire avancer le schmilblick de la santé au travail, en tout cas je l'espère. Alors voilà, moi, finalement, pour terminer, j'ai été financé par un certain nombre d'institutions
beaucoup l'IRSST quand même. Alors, merci beaucoup à l'IRSST qui m'a permis de faire tout ça. Et puis, bon, il y a beaucoup d'êtres humains que je devrais remercier. Vous savez, on dit on monte sur les épaules, on se monte sur les épaules. Et je suis monté sur les épaules de beaucoup de gens. Et j'espère que certains ont commencé à monter sur les miennes. Il y a deux personnes que j'aimerais vraiment mentionner, c'est Denis Bégin et Michel Gérin, qui sont des jeunes retraités de l'ESPOUM, avec qui j'ai passé 6 ans de ma vie entre ma maîtrise et le doctorat, et que j'admire beaucoup, et j'essaye de les imiter sur 3 valeurs particulières pour lesquelles je les admirais beaucoup, qui sont la rigueur, je pense à Denis beaucoup, l'opiniâtreté, quand on a un os, là, on ne lâche pas, et puis la bienveillance qui est très, très, très importante. Alors, voilà, merci d'avoir été patient avec moi. J'ai terminé. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, Jérôme. Maintenant, on va passer à la période des questions. Donc, vous avez 2 moyens pour le faire. Vous pouvez, on est nombreux, mais pas tant que ça. Donc, vous pouvez prendre la parole comme ça, là, en levant la main. Je vois Sabrina Gravel qui a levé la main. Vous pouvez aussi écrire votre question dans le chat. Alors, Sabrina, la parole est à toi. Merci. Salut Jérôme, ma question porte sur CanGem. On a vu qu'il y a 3/4 des emplois environ qui sont masculins, puis je me demandais, est-ce que c'est principalement dû, dans le fond, aux secteurs d'activité qui sont couverts par CanGem, puis est-ce qu'il va y avoir des efforts éventuellement pour porter la balance un peu du côté des emplois à prédominance féminine? Ah oui, merci Sabrina. En fait, les emplois dans CanGem, ce sont des études de population. Alors, ce sont des études cas témoins, ce n'est pas tout à fait directement représentatif, mais c'est quand même des études en tirant un peu la ficelle qui représentent la population montréalaise. Donc, en fait, elles reflètent la population professionnelle de Montréal pendant cette période-là, avec sans doute, il y a un peu plus d'hommes parce que comme il y avait la moitié de la population qui était des cas, les cas de cancer étant plus des cols bleus en général, bon, on avait sûrement parmi les cas beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est le reflet de la population montréalaise, mais avec probablement un petit biais vers plus d'hommes qu'il aurait dû. Puis, en fait, récemment, il y a une très bonne collègue et amie à l'ESPOUM, Vicky O, qui a été financée avec une de tes collègues à toi, France Labrèche, pour rajouter des informations sur les femmes dans CanGem, et on est en ce moment en train de tenter d'ajouter une dimension genre à CanGem, en fait. Donc, dans les mois, années qui viennent, il y aura peut-être une dimension supplémentaire. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? Je ne vois pas d'autres mains. Ah oui, je pense que j'ai vu une autre main levée. Non, je n'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un d'autre... C'était le pouce de Sabrina. Ah, OK. Est-ce que les autres professeurs qui sont dans l'assistance avaient des questions? Ah, Madame Labrèche qui a levé la main. Vous avez votre micro fermé, Madame Labrèche, il faudrait le remettre. OK. Excusez-moi, il était perdu dans la mosaïque de visages. Merci, Jérôme. C'était très intéressant. J'avais une question concernant, ça m'a fait penser quand tu as parlé de quand tu es allé au cirque, et puis justement le cirque, donc le Centre international de recherche sur le cancer a utilisé les données de CanGem. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres bases de données qui existent justement à travers le monde qui auraient pu être utilisées aussi ou qui sont aussi utilisées? Parce qu'on parle de big data.
ça pourrait être intéressant justement de pouvoir rejoindre, faire se rejoindre un petit peu, se parler ensemble ces bases de données-là. Il y en a très peu, en fait, surtout que la caractéristique de CanGEM, c'est qu'elle couvre tout le spectre des activités industrielles et un très grand nombre de facteurs de risque. Et à ma connaissance, il y en aurait 2 qui sont de cet ordre-là, bien qu'étant, bon, alors, je suis biaisé parce que je préfère CanGEM, mais elles sont un peu plus elles ont moins d'agents que CanGEM. Mais il y a eu un effort français, en fait, qui s'appelle Magene, puis il y a un effort finlandais qui s'appelle FinGEM. Donc, dans les 2 cas, on détermine son secteur industriel, je m'excuse, j'ai vu quelqu'un dans le chat, mais qu'on peut utiliser pour dire à quoi était exposé ce travailleur-là, étant donné qu'il a fait ce métier-là durant telle période. En fait. Et alors bon, les indices d'exposition varient, mais donc il y a très peu de sources en fait d'informations de cette ampleur. En fait. C'est un peu dommage parce qu'on parle beaucoup justement des open data, puis big data, puis etc. Alors, est-ce que tu sais, je sais qu'ici, bon, c'est difficile d'obtenir que les détenteurs de bases de données les partagent pour toutes sortes de raisons. Mais j'imagine que c'est la même chose en Europe et dans d'autres pays. Aux États-Unis, bon, ils semblent être un peu plus ouverts, mais... Ouais, bah aux États-Unis, c'est ça. Ils ont pas le choix. Je pense que donc les données sont disponibles. En France et en Allemagne, c'est impossible de les obtenir. En fait, alors bon, maintenant que Jean-François Sauvé, mon ancien étudiant, travaille à l'INRS qui détient Colchic, j'ai des accès prioritaires. Mais bon, ça sort pas de cette institution. En Allemagne non plus. Au Québec. Au Québec, il y a un potentiel énorme d'information. Je dirais que proportionnellement à la France et aux États-Unis, le Québec a dépensé de l'argent de façon à ce qu'il disposerait actuellement de 10 à 20 fois plus de mesures par travailleur que la France et les États-Unis. Depuis les années 70 là, et 80, là, le réseau de santé publique mesure l'exposition au Québec. Le seul problème, c'est que ce n'est pas tout ça bien pacté dans une belle banque de données, mais il y a un potentiel énorme. Et quand on sait ce que ça a coûté de générer ces données-là, hein, c'est 50 millions par année approximativement, ça prendrait peut-être quelques millions pour créer une banque québécoise. Et je pense que ça serait un investissement. Enfin, j'ai toujours milité pour ça. J'ai même tenté ma chance pour en créer une il y a une dizaine d'années, mais j'avais l'air trop jeune. Je n'étais pas crédible. J'espère qu'un jour ça va se faire, mais au Québec, il y a un potentiel d'information sur les expositions énorme grâce aux activités du réseau de santé publique. Merci. Jérôme, on a une question qui est arrivée par le chat d'une dame qui s'appelle Véronique qui dit « Bonjour, que pensez-vous de la matrice évalutile? » Mon Dieu, mais je ne vois même pas le message. Mais oui, évalutile ou la France, tu me corrigeras si j'oublie, c'est la matrice pour l'amiante, je pense, qui a été faite par les Français. Donc, c'est très... oui, c'était, je me souviens d'avoir appris que c'était une des sources d'informations importantes sur l'exposition à l'amiante. Et puis qui donne des informations, je dirais, plus détaillées que CanGEM. Il me semble que dans Evalutil, il y a beaucoup d'informations sur les niveaux d'exposition à l'amiante, si je ne me trompe pas. Les nanoparticules aussi. Ah, OK. Ah, bah oui, d'accord. Ces sources d'informations-là sont très rares, là, et elles sont extrêmement utiles. Ouais. Puis, il y avait aussi un commentaire de Nolwenn qui disait « Bravo Jérôme, c'était très clair. Juste mentionner que CanGEM a aussi été utilisé pour coder les emplois dans la cohorte québécoise de Carthagène. » Oui, c'est vrai, je m'excuse, Nolwenn, j'aurais dû le dire, effectivement. Et donc, on avait fait un rapport là, pour savoir à quelles choses les Québécois de cette cohorte étaient exposés. Là. Bon.
il y a quelques années, c'est pour ça que j'avais oublié. Ensuite, je vois la main de Jarreau, je pense, Buitrago. Ouais. C'est bon, merci. Merci, Jérôme, de ta présentation. J'apprécie beaucoup votre travail. En fait, je me demande si on pourrait quand même ajouter certaines variables pour savoir si on maîtrise bien ou pas l'exposition. Et si c'est possible aussi, mettons la fréquence d'un travailleur dans son travail, les mesures de protection, s'utilise quelques protections respiratoires, par exemple. S'il reste dans le travail, s'il fait des pauses, des vacances, n'est-ce pas, des certaines variables qui pourraient quand même faire influencer l'exposition des travailleurs. Alors oui, tout à fait. Hein. J'ai parlé des biais tout à l'heure, Jairo. Bon, il y a des banques qui font plus d'efforts que les autres pour documenter les circonstances au moment de la mesure. Par exemple, la Banque française va indiquer est-ce que le travailleur portait de la protection respiratoire au moment de la mesure, est-ce qu'il y avait de la protection locale ou collective, est-ce que le procédé était fermé ou ouvert. Donc, mais il y a une limite à l'information qui peut être enregistrée. Alors peut-être que là, des approches big data nous aideront, mais avec les méthodes qu'on connaît actuellement, tu te rends bien compte que si tu demandes à l'hygiéniste qui va faire une mesure d'enregistrer 150 paramètres dans une banque de données, ben, ta banque de données, elle sera vide. Alors, ce que j'espère, c'est que peut-être avec des façons d'observer, peut-être avec des photos ou je ne sais pas quel genre d'analyse, ceci pourrait être fait de façon automatique et on pourrait enregistrer énormément plus d'informations en même temps que la mesure elle-même. Mais ça, pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Merci. Je pense que Sabrina a une nouvelle question. J'ai encore une question. Ben, tu sais, j'aurais pu pas te la demander là, mais puisqu'on y est, de passer vite sur les approches de visualisation de Delphine. Puis ça me faisait vraiment, ce que j'ai vu, ça me faisait vraiment penser aux analyses en composantes principales. Est-ce que tu peux expliquer juste les grandes lignes? En fait, c'est quoi le principe derrière son approche? Ça me semble pas être des ACP, mais ça ressemble à des ACP. Mon Dieu, quel défi. D'être obligé, là, au pire, j'appellerai Delphine. Le parallèle qui est facile à faire, c'est que c'est basé sur les approches d'analyse de paniers dans les supermarchés, là, les paniers d'achat. Donc, imagine que donc ça vient de là, dans le secteur des commerces, là, alors bien sûr, c'est enregistré à chaque fois qu'il y a une transaction. L'ordinateur enregistre la liste des agents chimiques, des items qui ont été achetés. D'accord? Et donc, après un mois, tu as dit, OK, il y a eu 100 000 transactions. Puis, pour chaque transaction, tu sais, ben, il y avait du pain, du beurre, du sel. Hein. Et que là, en fait, c'est très descriptif. Tu peux dire, OK, combien de fois j'ai vu que le pain était en même temps que le beurre? Sur toutes les transactions, combien de fois? Et ça permet aux gens de dire, OK, les gens qui achètent du pain, ils achètent tout le temps du beurre. Fait qu'on va mettre le beurre super loin, comme ça, ils vont aller chercher leur beurre, ils vont traverser tout le supermarché, puis ils vont acheter d'autres trucs. Et là, c'est la même chose si tu veux une transaction. Mettons que nous, on a dit une transaction, c'est la même entreprise, le même métier, pendant un mois, mettons. Et dans cette unité spatio-temporelle-là, eh ben, on a observé toluène, benzène, fumée de soudage. Là, on a une autre usine pendant un autre mois, un même autre métier, benzène, fumée de soudage. Puis à la fin, on peut regarder, OK, quand on a du benzène, est-ce qu'on a souvent des fumées de soudage? Est-ce qu'on a souvent du formaldéhyde? Et en fait, il n'y a pas d'analyse statistique comme l'analyse en composante principale, c'est purement descriptif. Mais en fait, quand tu comptes le nombre de combinaisons possibles de tous tes items pour évaluer leur fréquence, là, tu arrives c'est là que tu es dans les mégadonnées, en fait. C'est quand tu dénombres les combinaisons.
Et en fait, toute la mécanique, c'est de contracter cette information-là, mais c'est purement descriptif, il n'y a pas de calcul statistique. OK, OK. Merci. Bon, je vais pouvoir boire une bière maintenant. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je réitère mon invitation aux professeurs qui étaient à l'écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions pour votre collègue. Sinon, peut-être qu'on pourrait se dire au revoir. Est-ce que M. Dubois, le doyen, avait un mot de la fin? Oui, mais je dirais simplement, mais j'ai adoré l'explication sur la visualisation. Donc, c'était vraiment très, très pédagogique. Et puis, je pense que ça l'illustre bien de ce qu'on peut faire avec les données massives dans cette perspective d'analyse, comme on appelle ça, le machine learning un peu. Donc, j'imagine que c'est un peu là-dedans. Donc, en tout cas, j'ai adoré l'explication. Donc, merci Jérôme pour cette conférence magistrale. Donc, qui nous permet de mieux comprendre. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de t'entendre, comme je l'ai dit. Donc, et puis, c'est le but de ces conférences magistrales, donner l'occasion à la communauté d'écouter nos professeurs qui voyagent de par le monde pour exposer leurs sciences, mais qu'on n'a jamais l'occasion d'entendre chez nous. Donc, ça a été très intéressant. Et puis, merci à tous ceux qui y ont participé. Donc, je ne pense pas qu'il y en a qui a d'autres conférences magistrales prévues pour cette année. Ce sera à l'année prochaine, donc à l'automne prochain sans doute, pour la prochaine, on vous y convie. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci Jérôme, c'était excellent.